Notre déménagement avait eu lieu au tout début du mois de juillet. C'était un avantage d'avoir à emménager dans un logement libre. Cela allait permettre d'avoir la totalité des grandes vacances pour s'installer et pourvoir aux agencements nécessaires. Le groupe scolaire du Treuil des filles était un établissement récent, construit sur un terrain vague, entre une partie pavillonnaire nouvellement sortie de terre et une ancienne cité américaine, la cité Le Fort. Le terrain sur lequel était construite l'école était adossé à la cité sur son flanc droit à l'ouest. Il était entouré sur ses autres flancs par la rue des Cigognes au nord et à l'est, le square des Échassiers et la rue des Hérons au sud. Face à l'école, de l'autre côté du terrain, 2 maisons individuelles donnaient sur la rue des Hérons. C'étaient 2 habitations de type méditerranéen avec un toit en terrasse. Aucune des 2 n'était habitée. Celle qui était prévue pour être le logement de fonction était au numéro 8. L'autre était au numéro 4. Une salle de classe préfabriquée se trouvait sur l'emplacement numéro 2 et le numéro 6 restait vide. Aucune de ces maisons n'était entourée de clôture. Les résidents de la cité avaient pris pour habitude, notamment les jeunes, de traverser le champ et de passer près de la maison que nous devions habiter. C'était assez désagréable et ma première démarche fut de demander au maire de bien vouloir délimiter la partie du terrain attenante à la maison à l'aide d'une clôture afin de préserver notre intimité et notre tranquillité. Son installation fut rapidement réalisée durant l'été. La maison n'avait jamais été habitée. Madame Barou, la directrice, était originaire de Lagore. Elle habitait une magnifique maison bourgeoise dans un quartier de la localité, au Lignon. Elle avait pris la précaution de faire marcher le chauffage au ralenti durant tout l'hiver, afin qu'on ne puisse pas lui reprocher d'avoir laissé les locaux se dégrader, puisqu'elle en avait la responsabilité en tant que bénéficiaire, bien qu'elle ne l'occupât pas. Lorsque je l'avais rencontrée, après ma nomination, elle n'avait pas été très diserte. Elle m'avait succinctement dressé un tableau de la situation. « Monsieur le maire ne fait pas de gros efforts pour équiper cette nouvelle école. Pour le reste, m'avait-elle dit, vous verrez par vous-même. » Je compris que je n'avais pas grand-chose à attendre de son côté. Elle était ravie d'être en retraite et souhaitait oublier au plus vite sa vie passée d'enseignante. Le pavillon que nous allions habiter avait été rapidement monté. C'était une de ces demeures préfabriquées, telles que l'on en installait beaucoup dans les années 60. Dès l'entrée, sur la gauche, une salle de séjour occupait toute la largeur du bâtiment. De chaque côté, en face à face, 2 portes-fenêtres donnaient sur l'extérieur. La porte par où nous entrions était accompagnée du côté de l'ouverture d'une fenêtre étroite qui avait la taille de la porte en hauteur. Elle était munie d'une vitre transparente et elle allait nécessiter la pose d'un rideau pour isoler l'intérieur de la vue des passants. Face à cette entrée, une porte donnait sur une petite cuisine tout en longueur. Des placards étaient installés sur le côté droit, au-dessus d'un évier et d'un emplacement réservé à une gazinière. Au fond de la cuisine, une fenêtre ouvrait sur le champ, situé entre la maison et l'école. À droite, une autre porte donnait sur une minuscule souillarde. C'est là que le chauffage au gaz était installé. Le local possédait une ouverture qui donnait accès à l'arrière de la maison. À droite de l'entrée, un couloir permettait l'accès à la partie repos. Une porte sur la gauche ouvrait sur une salle de bain à l'aveugle. Sur le mur, juste au-dessus de la baignoire, une vitre au verre dépoli donnait sur la souillarde et permettait d'apporter un peu de lumière à la pièce. Enfin, 3 portes,
une sur le côté gauche et 2 sur le côté droit, fermaient 3 chambres. Les 2 du fond avaient un placard à souffler, et les 3 donnaient sur l'extérieur par des portes-fenêtres. Tout autour, des volets en bois permettaient d'isoler la maison des intrus. L'ensemble nous parut assez fonctionnel, mais il allait falloir l'aménager quelque peu. Les placards étaient nus à l'intérieur et 2 renfoncements, l'un dans l'entrée et un autre dans la salle de séjour, nécessitaient également d'être équipés de portes et d'étagères. J'obtins l'accord du maire et je fis venir à mes frais un menuisier du centre-bourg qui m'avait été recommandé pour réaliser les travaux indispensables à notre confort. Un détail nous avait échappé lors de notre première visite. Comme le toit de la maison était une terrasse, il n'y avait pas d'installation électrique possible au plafond. Tout était prévu par un éclairage indirect à l'aide de luminaires branchés sur les prises murales. Nous allions devoir nous équiper en conséquence. Un garage était accolé à la maison du côté de la cité Lefort. Il complétait l'ensemble. Un autre détail m'avait frappé lorsque nous étions venus découvrir l'école au cours du mois de juin. L'herbe du champ était couchée par le vent. La ville de Lagore était très proche de l'aérodrome de Lalleux et donnait directement sur le pertuis breton. À vol d'oiseau, la mer était très proche et rien n'arrêtait le vent qui s'engouffrait entre l'île de Ré et la côte. Je pus constater, après la rentrée des classes, le sifflement qu'il provoquait dans le couloir à l'étage lorsque le matin j'ouvrais la porte de l'établissement. Je pris l'habitude d'appeler cet endroit les Hauts de Hurlevent. Je décidai d'aller me présenter en ce tout début de vacances à mon nouvel inspecteur, M. Gégou. J'avais une demande à lui faire. Lagore ne possédait pas encore d'école maternelle. Celle-ci devait être construite dans les années à venir. Nous avions 2 filles, Marielle qui venait d'avoir 2 ans, et Sandrine qui aurait 5 ans et demi à la rentrée de septembre. Il nous fallait trouver une solution pour la rentrée. Nous envisagions de trouver une nounou pour la garde de Marielle. Pour Sandrine, nous envisagions une autre solution. J'en avais discuté avec Jeannine André, son institutrice d'école maternelle à Matha. Elle m'assurait que Sandrine était avancée pour son âge. Elle avait profité de l'attention et des soins de sa grand-mère paternelle aux Rivières. Jeannine m'affirmait qu'elle était en mesure de suivre avec profit un cours préparatoire. Cette perspective nous parut un moyen pratique susceptible de nous faciliter grandement notre installation à Lagore. J'allai donc voir M. Gégou et je lui demandai son autorisation pour inscrire ma fille dans la classe du cours préparatoire. M. Gégou était un inspecteur à la réputation sulfureuse. C'était un ancien militaire qui s'était reconverti dans l'éducation nationale. Il passait pour être très autoritaire et particulièrement exigeant. Le bruit courait qu'il lui arrivait, les jours de classe, d'utiliser son passé de militaire pour survoler sa circonscription en hélicoptère afin de vérifier si les enseignants respectaient bien les horaires de récréation et qu'ils n'en profitaient pas pour dépasser largement le temps consacré à cette pause de mi-journée. Depuis, il était allé faire un stage au Canada. À son retour, il avait sensiblement évolué dans son approche pédagogique, mais il était toujours craint des enseignants qu'il devait contrôler. Notre rencontre fut courtoise. M. Gégou avait en main mon dossier pédagogique. Il prit connaissance de mes différentes inspections. Ma note de mérite était particulièrement élevée pour mon âge et pour l'échelon auquel j'étais arrivé. Il me questionna sur les raisons de ma démarche. Il finit par me donner son accord en me précisant bien que je devais assumer seul le risque d'une telle décision. Je le remerciai chaleureusement. Nous pûmes également trouver, juste à côté de l'école, dans la rue des Cigognes, une maman qui acceptait la garde de Marielle à partir de la rentrée.
C'était une maman sans emploi. Son mari, agent SNCF, était un conducteur de train. Notre installation terminée, nous pûmes, comme les années passées, partir durant tout le mois d'août en caravane. Nous nous dirigeâmes vers la vallée du Tarn et nous échouâmes dans un camp GCU aux installations très rustiques, en bordure du fleuve. Il n'y avait guère qu'une cabine de WC installée sur un trou creusé en terre et un robinet d'eau pour s'approvisionner en eau potable. Pour le reste, nous avions heureusement les installations de la caravane à notre disposition. Les filles y passèrent des vacances agréables. À quelques mètres de notre emplacement, elles pouvaient se baigner à loisir dans le fleuve peu profond et jouer sur le sable de la rive avec les quelques copines des rares installations présentes dans le camp. Pour nous, le séjour fut un peu moins reposant. Le ravitaillement était éloigné d'une dizaine de kilomètres. Il était accessible par des routes étroites et sinueuses. Heureusement, une fermière, voisine du camp, venait chaque matin proposer les légumes de son potager et les œufs de son poulailler.